Vous êtes bel et bien dans le 20h sur Tchad 24 International. Soyez les bienvenus, mesdames, messieurs, c'est lancé. L'ultime étape avant la finalisation du rapport biennal du quinquennat 2024-2026 du président de la République, Mohamed Idriss Déby, un outil d'évaluation des performances gouvernementales et d'orientation pour la poursuite des actions inscrites pour le développement. Un pas de plus dans sa coopération avec les organisations internationales, le Tchad signe le programme de partenariat pays en marge de la 42e session du Comité des programmes et des budgets de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel à Vienne. Un cadre stratégique aligné sur le plan national de développement Tchad Connexion 2030. Enfin, nous parlerons du déroulement du 3e recensement général de la population et de l'habitat lancé samedi dernier, les réalités du terrain dans un reportage à suivre. Après la tenue du 2 au 7 juin dernier en N'Djamena de l'atelier de validation technique du rapport biennal du quinquennat 2024-2026 du président de la République, la ministre secrétaire générale du gouvernement, Dr Ramatou Mohamed Hontouine, a lancé ce 24 juin la phase finale de la revue du document. Cette ultime étape vise à examiner et valider les données définitives avant la finalisation du rapport. Les explications de Hamta. Cette rencontre intervient après l'atelier de validation technique tenu du 2 au 7 juin dernier. Elle constitue l'ultime étape avant la finalisation du document qui retrace les principales actions menées dans le cadre de la mise en œuvre du programme quinquennal du chef de l'État. Durant plusieurs jours, les participants composés des secrétaires généraux des départements ministériels, des institutions de la République et le comité technique ont examiné les données consolidées afin de s'assurer de leur cohérence, de leur fiabilité et de leur conformité aux réalisations enregistrées sur le terrain. La séance de ce jour, donc, qui est une étape essentielle de notre démarche de validation, permettra de passer en revue, ministère par ministère, les données définitives renseignées dans la plateforme, ainsi que les taux de réalisation qui en résultent, afin que chaque département ministériel confirme la conformité des informations qu'il a lui-même introduite. Et là, c'est très important de le rappeler. Le secrétariat général du gouvernement fait le travail de coordination, fait le travail d'adhésion au processus d'élaboration, fait le travail en réalité de renforcement de compétences en matière de la gestion axée sur les résultats. À l'issue de cette revue finale, le rapport biennal sera définitivement validé avant sa présentation aux plus hautes autorités du pays. Ce document servira notamment d'outil d'évaluation des performances gouvernementales et d'orientation pour la poursuite des actions inscrites dans la vision de développement du président de la République. Le ministre de l'Aménagement du territoire, de l'urbanisme et de l'habitat, Mohamed Assilek Halata, répondait ce mercredi aux questions des sénateurs relatives aux infrastructures urbaines et la prévention des risques environnementaux. Contextualisé avec N'Djamena, la capitale qui, en saison des pluies, est souvent confrontée au phénomène d'inondation, les populations pourront-elles en échapper? Je vous propose d'écouter cet extrait. Construction de la digue de Walia Toukoura. Ça a jasé, ça fait beaucoup de commentaires, mais nous observons que depuis 3 ans, la digue, cette fameuse digue, tient et sauve la population du 9e. La construction encore d'une nouvelle digue, Ngeli Ndou, c'est sur le versant du Logone et qui doit finir d'ici 2 mois environ. Des travaux d'urgence de lutte contre les inondations, tels les collecteurs principaux de 4 km chacun dans le 7e et le 8e arrondissement. Le renforcement d'urgence des berges de Gassi. La modernisation des stations de pompage du canal Saint-Martin, de la station Bokassa et de la station de Lamagui. Je voudrais simplement expliquer qu'ici, grâce à la Banque mondiale et le projet Pilier, la Banque mondiale a permis d'acquérir autant de machines, dont les motopompes, afin de vêtir ces stations et de pomper l'eau
pendant les inondations dans la ville de N'Djamena. La réhabilitation et reconstruction de 21 exécutoires, sans oublier la maintenance des stations de pompage et le curage de caniveaux. Le curage est de la responsabilité de la mairie centrale. Mais dans nos discussions préalables, nous avons soumis, comme on n'a pas de source, soumis ce problème à la Banque mondiale qui a bien voulu accepter. Et c'est comme ça que depuis 3 ans maintenant, vous voyez dans les différentes villes de la capitale, certains caniveaux sont curés, etc., etc. Mardi 23 juin, les députés étaient réunis en plénière pour examiner la proposition de loi portant modification des articles 10, 13 et 37 de l'ordonnance sur le statut général des forces de défense et de sécurité. Ce rapport introduit par le général Bayoum Nadi, Djonadi Alain de la commission de défense et sécurité a fait l'objet de débats sur sa forme avant d'être approuvé par l'ensemble des élus présents à l'hémicycle. Pafine Djoré pour les détails. Malgré les incohérences relevées par les représentants nationaux, ce rapport de la Commission de défense et sécurité a été adopté à l'unanimité, 176 pour, 0 contre et 0 abstention. Bien avant son adoption, quelques élus ont asséné le ministre de la Sécurité publique et de l'immigration, Ali Ahmad Akabash, et le président de l'Assemblée nationale, Ali Kouloutou Tchaïmi, des questions orales sur la forme du contenu du document proposant la modification du statut général des forces de défense et de sécurité. Selon eux, le rapport présente des termes englobant de grade et dignité allant des militaires de rang au marshal du Tchad en passant par les sous-officiers et les officiers sans précision. Ils ont estimé qu'avec ces appellations, il serait difficile de faire des distinctions entre capitaine, lieutenant et sous-lieutenant. Autour de l'examen des modifications de ce statut, l'Assemblée nationale a un peu poussé loin ses observations. Elle a mis en évidence des imperfections dans le sujet inscrit à l'ordre du jour. L'un des députés a fait comprendre que grammaticalement, les initiales des forces de défense et de sécurité doivent commencer par la majuscule, alors que ce n'est pas le cas dans le rapport. Il a poursuivi qu'il est structuré en des dispositions au lieu des articles. Les députés ont relevé tant de fautes flagrantes au point que leur soif s'est étanchée en exigeant des rectificatifs et en plaidant pour l'amélioration des conditions de travail des forces de défense et de sécurité. En économie, c'est une nouvelle fenêtre qui s'ouvre pour le Tchad dans sa coopération avec les organisations internationales. En marge de la 42e session du Comité des programmes et des budgets de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel qui s'est tenue du 19 au 24 juin à Vienne en Autriche, il a signé son programme de partenariat pays, un cadre stratégique aligné sur le plan national de développement Tchad Connexion 2030. Écoutez Dr Gibolo Fanga Mathieu, ministre du Commerce et de l'Industrie. Le Tchad recèle un potentiel industriel important encore largement à valoriser, qu'il s'agisse de nos zones économiques spéciales, industrielles, de notre agro-industrie, du développement de nos villes et de notre capital humain. Ce programme nous donne aujourd'hui les moyens de transformer essentiellement ce potentiel en résultats concrets à travers le plan national de développement Tchad Connexion 2030 qui repose sur 268 projets avec des avantages en termes d'investissement dont 46% des projets sont consacrés au secteur privé. Il s'agit d'un plan ambitieux, stratégique, qui vise la transformation de notre pays, le Tchad. Ce programme a été pensé avec nous et non pour nous. Cette appropriation nationale en fera la force et c'est elle qui continuera à guider sa mise en œuvre dans les années à venir en pleine cohérence avec notre plan national de développement Tchad Connexion 2030.
30 qui place l'industrialisation au cœur de notre ambition pour le pays. Intégration de l'intelligence artificielle dans la production agricole. Le sujet a été abordé lundi 22 juin 2026 à l'Assemblée nationale par le ministre de la Production et de l'Industrialisation agricole, Keda Balla, qui évoquait la question de la formation des agents. Une démarche qui suscite à la fois espoir et questionnement dans un contexte où l'agriculture tchadienne reste confrontée à de nombreux défis. L'IA peut-elle répondre aux besoins du monde rural? Il demande de réponse avec le député Berala Mbaye Koubou. Cette initiative, dans l'absolu, elle est bonne parce que de toute façon, nous ne sommes pas un pays qui vit en vase clos. On répond à notre époque. L'intelligence artificielle aujourd'hui est incontournable. Donc, à la base, c'est une bonne initiative. Simplement, dans le contexte réel qui est le nôtre, où l'agriculture est encore à une étape très très archaïque, embryonnaire, je ne vois pas très bien comment est-ce qu'on va faire cette connexion pour passer d'une agriculture quasi moyenâgeuse directement à l'implication de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle a besoin d'une certaine base, parmi lesquelles les bases statistiques. Donc nous n'avons pas seulement des problèmes de statistiques agricoles. L'intelligence artificielle arrive comme une gageure. Ça ne va pas servir à grand-chose, même si tout savoir est utile. Ces agents vont acquérir des connaissances, mais où appliquer ces connaissances, la question va rester posée. Non, ça n'est pas une priorité. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une science, une technologie qui est de notre époque. Il faut y entrer. Seulement, chaque chose se fait par structuration. Il faut propulser l'agriculture au niveau nécessaire pour lui permettre de se connecter à l'intelligence artificielle. On ne peut pas passer de 0 à 100, faire un saut sans aucune transition de l'agriculture traditionnelle, toute plate, à l'intelligence artificielle. Donc là, pour moi, on est en quelque sorte en train de poser un toit sur une maison qui n'est pas encore construite. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Nair Abakar, poursuit sa tournée au sein des structures relevant de son département. Accompagné des directeurs généraux et chefs de service, il a effectué ce mercredi 24 juin une visite d'inspection et de prise de contact dans les maisons de jeunes de Ndjari, d'Imbéchagua et Walia. Objectif, s'imprégner des conditions de fonctionnement de ces infrastructures dédiées à l'encadrement et à l'épanouissement de la jeunesse. On en sait plus avec Mohamed Ibrahim. Première étape de cette tournée, la maison de jeunes de Ndjari, située dans le 8e arrondissement de N'Djamena. Sur place, le ministre de la Jeunesse et des Sports a souligné le rôle essentiel de ces structures dans la promotion des activités socio-éducatives, culturelles et sportives au profit des jeunes. À Dembe, puis à Chagua dans le 7e arrondissement, le ministre et sa délégation ont reçu un accueil chaleureux de la part de jeunes. Une visite guidée des installations leur a permis de constater les efforts consentis par les responsables pour maintenir ces espaces d'encadrement et de loisirs. Dernière étape de cette tournée, la maison de jeunes de Walia. À l'issue de cette visite, le ministre s'est dit satisfait de l'engagement et du dynamisme observé sur le terrain. Il a réaffirmé la volonté de son département de renforcer l'accompagnement de ce centre afin d'offrir davantage d'opportunités, d'épanouissement et d'insertion à la jeunesse tchadienne. Ce qui me rassure, c'est qu'on a vu une jeunesse qui est engagée. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des défis qui ne permettent pas, en tout cas, un épanouissement total de notre jeunesse tchadienne. À nous, aujourd'hui, en tant qu'État, de les accompagner et de les aider à être encore plus épanouis en faisant ces maisons de quartier comme des maisons de référence, une maison commune pour la jeunesse tchadienne. Cette démarche s'inscrit dans la politique du ministère visant à consolider la proximité avec ses services déconcentrés et améliorer la qualité des infrastructures destinées aux jeunes.
En société, le déroulement du troisième recensement général de la population et de l'habitat suscite de nombreuses interrogations au sein de l'opinion publique. Afin de mieux comprendre les réalités du terrain, notre équipe a suivi des agents recenseurs en pleine opération dans le 3e arrondissement de N'Djamena. Reportage Rolta Solange. Il est 10h30 lorsque les agents recenseurs franchissent le seuil du domicile de Madame Roda Zakaria. À l'intérieur, l'opération de collecte des données se déroule dans le calme. Les informations recueillies strictement confidentielles sont enregistrées à l'aide d'outils numériques, même si leur manipulation paraît parfois laborieuse. Pour les membres du ménage déjà recensés, notamment Medir Hayatou Ajib, l'opération s'est déroulée sans difficulté majeure. Ils saluent le professionnalisme, la courtoisie et le respect dont ont fait preuve les agents recenseurs tout au long de l'entretien. Non, un souci majeur ou particulier, je n'en trouve aucun. Ils sont des agents, ils sont des bons agents. Ils sont venus avec un terme de respect et ils ont quand même demandé nos disponibilités avant d'aborder le recensement. Bon, je trouve que c'est bon, il n'y a aucun problème à cela. Bon, ils ont fait de leur mieux, ils n'ont pas pu abuser du temps. Par exemple, chez moi, ils sont venus à 10h, ils ont pris au maximum 15 à 20, 25 minutes, c'est juste ça. Mais sur le terrain, les agents recenseurs font face à plusieurs défis. Dézumbe Ignassou, superviseur d'équipe, revient sur les principales difficultés rencontrées dans l'exécution de leur mission. Au terrain, il y a des gens qui comprennent. Et là, quand on entre dans un ménage, si on tombe sur un personnel qui connaît déjà le recensement, c'est quoi le RGPH 3, et là on n'a pas de soucis. Mais si on tombe sur quelqu'un qui ne comprend pas du tout le sens du RGPH 3, nous avons beaucoup de soucis. Il y a des cas de refuge, des fois on nous prend comme si nous sommes des agents des impôts, ainsi de suite. Donc je voudrais que la population sache que nous ne sommes pas des agents des impôts, ni des agents des ANS, ni autre chose. Nous sommes uniquement pour INSET. Selon les informations recueillies, plusieurs contraintes ralentissent le travail des agents recenseurs. Parmi elles figurent la longueur de certains entretiens avec les ménages, les difficultés d'accès à certains foyers, ainsi que des problèmes techniques liés aux équipements de collecte des données. Les femmes journalistes du monde outillées sur la sécurité et l'égalité des journalistes du Tchad par l'Union des femmes journalistes en partenariat avec la Fédération internationale des journalistes et l'Union des journalistes norvégiens. Durant 2 jours, les femmes professionnelles des médias ont reçu des connaissances sur différentes thématiques liées à la protection des femmes journalistes. On fait le point avec notre correspondant à Koumra, Dominique Didio. Durant ces 2 jours de formation organisés par l'Union des journalistes du Tchad en partenariat avec la Fédération internationale des journalistes et l'Union des journalistes norvégiens sur la sécurité et l'égalité des femmes journalistes au Tchad, les femmes professionnelles des médias du Mandoul se sont familiarisées avec les thématiques telles que l'équité du genre, la lutte contre le harcèlement sexuel et la discrimination dans le milieu de la presse, le syndicalisme, le droit des femmes journalistes et sécurité du genre, la place des femmes dans le journalisme au Tchad et autres. À l'issue des travaux, les participantes ont pris des résolutions que voici. S'engager avec dévouement dans l'exercice de ce noble métier. Briser les chaînes de barrières qui pèsent sur les femmes journalistes. Mettre en pratique les connaissances acquises lors de cet atelier de formation. Dénoncer les violences et harcèlements à l'égard des femmes journalistes dans leur lieu de travail. En dehors de ces résolutions, les participants ont adressé quelques recommandations. Aux responsables des médias de créer les conditions optimales pour permettre aux femmes journalistes d'exercer leur métier. À l'UGT et ses partenaires, élaborer et adopter une charte nationale permettant de réguler l'exercice du métier en faveur des journalistes femmes. Narway Halim, secrétaire à la promotion du genre et à la solidarité à l'UJT dans son intervention, s'est réjoui du climat de cette formation avant d'appeler les femmes journalistes au courage de briser le silence et de dénoncer tout acte de violation dans le milieu journalistique, mais aussi les encourage au professionnalisme pour mériter la place qui leur revient de droit.
Clôturant les assises, le vice-président de l'UJT, Lebnodjita Nathan, déclare que cette formation est un succès et rappelle que le métier exige le courage et la détermination. Après avoir reçu leur attestation de formation, plusieurs journalistes se sont prononcés pour exprimer leur satisfaction quant aux thématiques, mais aussi demander la pérennisation de cette formation pour mieux orienter la question de la sécurité et de l'égalité des femmes journalistes au Tchad. À l'occasion du 75e anniversaire de la Journée mondiale des réfugiés, notre rédaction revient sur les blessures physiques, psychologiques et sociales que subissent les personnes forcées de fuir. Au Cameroun, plus de 2 millions de réfugiés ont été dénombrés en janvier 2024, répartis principalement à l'est dans l'Adamaoua, le nord et l'extrême nord sous le thème « Jusqu'à ce que tout le monde soit en sécurité ». L'événement a mis en lumière les besoins urgents en protection, santé mentale et l'intégration, tout en appelant les communautés locales et les autorités à agir. Reportage de notre correspondant au Cameroun, Missa Missa. Au cœur des villages et cités meurtries, des milliers d'âmes portent des stigmates du déracinement. À l'occasion de l'édition 2026 de la Journée mondiale des réfugiés et sous la bannière du thème, notre rédaction a jugé impérieux de se pencher sur les personnes qui ont vu leur statut involontairement changé. Et avec un cœur, disons, désastreux. Dénombrés par milliers dans des camps au Cameroun, singulièrement à Touboro, ces exilés dans des zones rurales comme urbaines ou au-delà des frontières cheminent avec des plaies silencieuses. Ils vivent chez nous un état de traumatisme continu, un état de crise psychologique. Certains ont vu les camions passer sur les enfants. D'autres ont vu des rebelles éventrer leurs femmes, brûler leurs parents dans les maisons. Tous ces faits-là ont aujourd'hui impacté psychologiquement l'homme qu'on appelle le réfugié. Aux yeux des personnes averties de la chose humanitaire, au-delà des dispositifs institutionnels et à l'aide d'urgence, la réparation se tisse dans la chaleur de l'entraide. Penser dans la blessure psychologique serait davantage les amener à s'intégrer et se sentir chez eux. Dans nos communautés, par exemple, leur ouvrir les voies de nos associations, leur ouvrir les voies de nos familles, afin qu'ensemble, autour d'un plat de nourriture, qu'on échange sur des thématiques vulgaires. Taper les commentaires sur un match de football, par exemple, sont autant d'activités qu'on peut davantage dupliquer pour que le réfugié se sente intégré en communauté. Vivement que la promesse d'un destin commun devienne réalité et que les communautés d'accueil puissent transformer la solidarité en acte quotidien jusqu'à ce que tout le monde soit en sécurité dans une tendresse collective et un partage inclusif pour penser les blessures de ce déracinement. À présent, faisons un tour de quelques actualités internationales avec Tchatramar Lindila. Le Niger a officiellement quitté la Cour pénale internationale, accusant cette instance judiciaire de la Haye de pratiquer une justice sélective. Ce pays d'Afrique de l'Ouest a adressé lundi une lettre aux Nations Unies déclenchant ainsi la procédure de retrait du traité fondateur de la Cour, le statut de Rome. Alors que la Cour avait suscité de grands espoirs parmi les peuples épris de paix et de justice, elle a été détournée de sa vocation et exploitée, indique la lettre. Avec ces retraits, le Niger devient le troisième pays à quitter la CPI après les Philippines et le Burundi. Son retrait prendra effet 12 mois après la réception de la lettre, mais tout crime commis avant son départ officiel restera commis à la compétence de la Cour. En Afrique du Sud, les tensions autour de l'immigration clandestine continuent de s'aggraver. La police enquête sur la mort des ressortissants étrangers alors que des milliers de migrants africains cherchent à quitter le pays par crainte d'attaques xénophobes. Ces dernières semaines, au moins 2 ressortissants mozambicains ont également été tués dans les incidents liés à des mouvements hostiles. La situation s'est tendue après l'appel lancé par plusieurs groupes citoyens exigeant le départ des migrants en situation irrégulière avant le 30 juin. Au Cameroun, malgré des promesses répétées depuis 2011, le gouvernement n'a pris que peu de mesures concrètes pour lutter contre les violences à l'égard des femmes, dont la plupart se
produisent au sein du foyer et sont souvent commises par des maris, des partenaires et des proches masculins, a indiqué Human Rights Watch dans son rapport. D'après les chiffres du gouvernement, 77 femmes ont été tuées par leurs partenaires dans le pays en 2024, mais estime que le nombre réel est probablement plus élevé car de nombreux cas ne sont pas signalés. Selon l'organisation, les normes sociales qui justifient et perpétuent la violence à l'égard des femmes sont en partie responsables de ces fléaux. Les victimes se retrouvent souvent seules en raison d'un manque d'aide et de services, ainsi que de la corruption au sein de la police et des institutions publiques, précise le rapport. Ainsi prend fin cette édition. Merci pour votre fidélité. Prenez soin de vous.